Bonjour, bienvenue dans Smart Woman, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes. Alors, chaque mois, je reçois en principe 2 à 3 invités, à la fois des grands témoins, des dirigeantes d'entreprises, essentiellement PME, ETI. Alors, ça ne sera pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'ai une invitée qui est au fond de son lit, donc ce n'est que partie remise. Et alors, ce qui rassemble les différentes intervenantes ou intervenants, il y a des hommes aussi qui viennent, bien sûr, c'est le partage d'une conviction, c'est que les femmes doivent prendre leur juste place. Alors, juste place, c'est la moitié, vous l'avez bien compris, des positions. Donc, la juste place dans toutes les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique, sans oublier bien sûr le domaine scientifique, avec notamment l'enjeu actuel et essentiel de l'intelligence artificielle. Et si la question était posée du pourquoi, la réponse est simple, parce que c'est générateur de plus de performances économiques et également de plus de rationalité et d'équilibre dans les prises de décision, dans la stratégie. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, pour parler de ces sujets, je vais donc recevoir Priscille Allais. Priscille Allais dont je ferai le portrait. Priscille Allais qui dirige une belle PME de croissance qui s'appelle Cosmogène et qui est spécialisée dans les dispositifs d'application pour les produits cosmétiques. Donc tout de suite, je démarre avec Priscille Allais. Bonjour Priscille Allais. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue dans Smart Woman, donc sur ce plateau. Donc je le disais en introduction, Priscille, vous dirigez une belle PME de croissance, Cosmogène, dont on va bien sûr parler, depuis bientôt 7 ans. Donc une belle durée, mais avant cela, vous avez occupé bien d'autres fonctions. Et en fait, vous aimez à dire que vous avez connu tous les statuts. Finalement, vous avez été salarié, vous avez été intrapreneur, vous avez été entrepreneur. Et à chaque fois, vous dites que vous avez à la fois appris et aimé ces positions. Alors, on va faire un petit peu le tour de toutes ces questions, mais pour commencer par le début, c'est quand même toujours mieux. On va parler de votre démarrage dans la vie active. Alors, en fait, vous avez fait des études de droit, vous avez passé votre diplôme d'avocate, mais le conseil judicieux d'un des associés du grand cabinet dans lequel vous avez débuté vous a très vite orienté vers le monde de l'entreprise. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter. Je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cette émission pour partager mon expérience avec peut-être des femmes qui vont prendre exemple ou se sentir inspirées et avoir les ailes qui se développent pour aller vers l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat. Donc, en effet, j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocate dans un grand cabinet parisien. Et l'avocat pour lequel je travaillais m'a donné le conseil, en effet, assez pertinent d'aller faire une école de commerce. Parce qu'à l'époque, j'avais que, entre guillemets, la fac avec moi. Donc, faire une école de commerce pour m'armer un peu plus et devenir associée. Et donc, j'ai postulé à l'ESSEC à l'époque et j'ai été prise tout de suite. Je ne voulais faire que l'ESSEC parce que c'était la seule, pour moi, école de commerce qui était entrepreneuriale et vraiment tournée vers l'entreprise. Donc j'ai été prise et finalement je suis jamais retournée dans le droit. Donc vous n'avez jamais exercé finalement le droit en tant que tel? Non. Ouais. En fait, mon premier stage, je l'ai trouvé chez L'Oréal complètement par hasard. C'était l'époque où L'Oréal adorait recruter des vétérinaires, des chanteurs, des artistes, des avocats pour faire du marketing. C'était vraiment leur position, c'était de dire plus on va être divers, exactement, plus on aura de la créativité. Ce qui n'était pas faux. Moi, je faisais partie d'une promo, en effet, très créative et très diverse. Et en faisant ce stage, finalement, je suis vraiment tombée dans le bain de la cosmétique. J'ai adoré le marketing. Et donc, je ne suis jamais retournée voir cet avocat que j'aime beaucoup. Toujours. Qui pourtant, vous avez dit que vous pourriez revenir ensuite et reprendre des fonctions pour être associé après. L'opportunité, là, a été de rester. Et alors, L'Oréal, donc, ils vous ont embauché très rapidement pendant votre stage même, et vous avez occupé des fonctions donc marketing. Vous êtes avec eux, vous êtes resté en France, Alors je suis restée en France et j'ai eu des fonctions internationales et locales. Donc je me suis occupée autant du marché France que du marché international pendant 4 ans. En fait, j'ai eu une carrière assez rapide, j'ai progressé assez rapidement et je suis restée 4 ans chez L'Oréal. Et je garde un souvenir tout à fait impérissable de cette société qui est pour moi la plus belle école d'intrapreneuriat qui existe, puisque la
en tout cas, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais la définition de son poste, il n'y avait pas de fiche de poste chez L'Oréal, ça n'existait pas. Et je me souviens très bien d'une phrase de Jean-Claude Legrand, qui est toujours le DRH, qui avait qui m'avait dit, en fait, on n'a pas de job description parce que chez L'Oréal, on crée la dimension de son poste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé à vie et je le dis aux employés dans mon entreprise, c'est créer la dimension de votre poste. C'est comme ça qu'on est heureux, en fait. Non, mais c'est clair que quand quand l'entreprise permet de faire ça, c'est assez formidable. Et alors, après L'Oréal, vous êtes allé chez Michael Kors tout de suite après ou non, eu d'autres fonctions En fait, j'ai créé des entreprises ensuite. Alors, oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous avez eu des postes importants à responsabilité donc, dans différentes grandes maisons, en quelque sorte. Vous avez travaillé aussi à l'international avant de créer l'entreprise, non ? En fait, chez L'Oréal International, donc c'était L'Oréal Paris International, donc en fait c'était toute la dimension création du développement des nouveaux produits. Donc ça s'appelle l'international, mais c'était basé en France. D'accord. Et alors donc, vous avez créé aussi des entreprises, et notamment une, la première, c'était Gift ID. Donc, alors parlez-nous de... Pourquoi vous l'avez créée ? Qu'est-ce qui vous... Enfin, racontez-nous vraiment l'histoire. Alors, ça a été un grand saut, parce que je viens pas du tout d'une culture entrepreneuriale. Mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs. Et j'ai fait des études quand même enfin, pas du tout tournées vers le commerce. Mais à l'époque, j'avais rencontré mon futur ex-mari, qui lui-même était entrepreneur. Et en fait, ça m'a donné vraiment cette vision de l'entrepreneuriat assez aspirationnelle, d'avoir une vision pour une entreprise, développer des équipes, recruter des gens, amener vraiment toutes les employés vers un projet qui est porteur. Donc tout ça m'avait vraiment passionnée. Et donc j'ai démissionné de chez L'Oréal pour créer une entreprise, mais je suis partie de zéro, vraiment de rien. Et j'ai créé dans un domaine qui était connexe en fait au marketing, c'était les gift with purchase. C'est tous les cadeaux qu'on offre. Les marques de luxe souvent offrent des cadeaux avec un achat de parfums, etc., qui peuvent être des pochettes de toilette, des boutons de manchette, enfin ce genre de choses. Et je m'étais aperçue que dans le milieu du luxe, il n'existait pas de société qui était dédiée en fait dans les gift with purchase. C'était souvent des sociétés qui travaillaient avec Heineken et Chanel, quoi. Enfin, c'était vraiment... Donc moi, j'ai décidé, avec toute mon arrogance de mes 28 ans, de dire, je vais créer une entreprise spécialisée dans le gift de luxe et encore plus arrogante, puisque personne ne vend du design dans cette chaîne de valeur, je vais créer une agence de design qui vend le design aux sociétés. Et bon, tout le monde m'a dit que j'allais me casser la figure, évidemment, mais bon, finalement, ça n'a pas si mal marché que ça. Et en 4 ans, on faisait à peu près 10 millions de chiffre d'affaires. Vous êtes très modeste, parce que c'est tout à fait remarquable quand même de faire 10 millions en 4 ans. Oui, ça a bien marché, oui, ça a plutôt bien marché. Et j'ai créé donc à Paris, à Barcelone, parce que j'ai vécu 2 ans à Barcelone entre-temps, mais je vous passe les détails, et en Asie, évidemment, à Hong Kong. On avait une société également à Hong Kong. Donc c'était une société qui avait été créée avec des associés financiers, puisque j'ai eu besoin de lever beaucoup d'argent à l'époque, puisqu'il y avait une trésorerie qui était très importante. Vous avez levé d'ailleurs un montant là aussi assez impressionnant, compte tenu de la jeunesse de l'entreprise et de votre expérience. À l'époque, $800 000 à l'époque. C'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, on a eu un BFR très important, parce qu'on a cru très rapidement. Donc il a fallu financer tout ça. Donc j'ai eu en effet des actionnaires financiers très bienveillants et qui m'ont aidée. Et on avait un deal assez clair, c'est que cette société, il fallait être rentable. Comme dans un fonds d'investissement, en fait, il fallait avoir un retour sur investissement en 5 ans. Et ça s'est plutôt bien passé, puisqu'en effet, en 4 ans, on avait atteint nos objectifs. Et sans se mettre en vente, on a eu 3 offres d'achat la même année, puisqu'on était un peu... ennuyeux pour nos concurrents, puisqu'on avait créé tout un portfolio de marques très luxueuses. On travaillait pour Dior, on travaillait pour Bulgari, pour Chanel, pour Lancôme, enfin vraiment toutes les très belles marques de luxe. Et évidemment, donc, on a été un asset assez intéressant sur le marché pour nos concurrents. Bien sûr. Et donc, on a vendu à une société qui s'appelle Cosfibel, qui a été créée par Alain Chevassu. Et ça s'est très bien passé. Ça a été une très belle vente. Et on se le dit encore maintenant, puisque quand je vois Alain, il est très content de son achat. Moi, je suis très content de la vente. On fait l'opération. Et ça s'est très bien passé. Il a gardé les clients, les employés. Enfin, c'est une très belle histoire. Très belle réussite, une très belle expérience. Et alors, après, vous avez fait différentes choses, mais alors, arrivons-en finalement
à l'arrivée chez Cosmogène, puisque Cosmogène, vous ne l'avez pas créé, c'est une société qui existait précédemment. Et là, vous étiez à nouveau dans un rôle d'entrepreneur, puisque vous étiez consultante, par votre propre initiative. Alors, racontez comment s'est passé Cosmogène au départ. Parce que vous n'êtes pas arrivé pour rester dans l'entreprise. Non, absolument pas. Moi, j'aime bien être assez libre, en fait. Donc, j'avais créé une société de conseil qui était spécialisée dans les stratégies de croissance pour les startups, les PME, les grands groupes, j'avais Estée Lauder, et les fonds d'investissement. Et donc, un fonds d'investissement qui s'appelle MBO+, m'avait contacté en 2019 pour faire une mission de conseil chez Cosmogène, donc société dans laquelle ils avaient investi en 2016 et qui était en forte décroissance depuis 3 ans. Donc, elle est vraiment pas bien du tout. Donc, ma mission était assez simple, faire l'analyse de la décroissance, pourquoi ils n'avaient pas leur retour sur investissement, et si je le souhaitais, dresser un plan de retour à la croissance. En fait, je suis allée assez vite dans cette mission parce que je connaissais très bien la chaîne de valeur. C'était exactement la même que Gifted, donc c'était assez simple. Il y a une grande disponibilité du personnel aussi. Donc, j'ai fait cette mission très rapidement et j'ai eu le temps de faire le plan de retour à la croissance dans le temps qui m'était alloué. Et donc, j'ai présenté ça à MBO+, qui a été, je crois, assez emballé par l'analyse et le plan de retour à la croissance. Et ils m'ont demandé, un peu comme dans les films, le jour de la présentation, est-ce que vous voulez prendre la présidence du groupe ? Donc, ce n'est pas que dans les films. Non, c'est important de dire que ça peut se passer aussi en vrai, quand on vous a gardé après la séquence de présentation et que vous avez dit une question à vous poser, une proposition à vous faire. Exactement. Mais c'était assez surprenant et j'étais tellement surprise que j'ai pas dit oui, en fait. Bien sûr, non, j'ai pas dit oui du tout. J'ai pris vraiment le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre, parce que ma société de conseil fonctionnait très bien. Bien sûr. Mais j'avoue qu'il me manquait 2 choses dans cette expérience. C'est les équipes. J'ai une vraie passion pour le management et le fait de développer les hommes avec un grand H. Et beaucoup plus prosaïque, j'ai une passion pour les PNL. J'aime beaucoup. Pour un chef d'entreprise, c'est normal aussi. Voilà, j'aime gérer un PNL. Et une société de conseil, c'est un peu simple à ce niveau-là. Donc non, j'ai accepté avec joie. Je ne pensais pas du tout rester aussi longtemps. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans cette aventure qui est fantastique parce qu'on a fait toute une période. Moi, ce qui a été très difficile. Vous avez démarré en 2020 en plus, 2019-2020. Septembre 2019. C'est-à-dire juste avant le Covid. Nos usines en Chine fermaient en janvier. Donc, j'ai eu 3 mois pour embarquer les équipes et je m'étais fixé 3 mois à la Macron, 100 jours, etc. Ce qui tombait bien puisque j'avais presque réussi à embarquer tout le monde. On avait réussi vraiment à leur faire comprendre qu'on était dans une situation de crise et que des sacrifices seraient nécessaires. Mais on avait une vision et on allait l'atteindre et on allait retrouver la croissance. Mais le Covid, en fait, je l'ai saisi, je suis quand même structurellement optimiste et je l'ai saisi très positivement. Une opportunité là aussi. Un accélérateur de transformation. Donc ça, c'est la manière polie de dire qu'on a changé beaucoup de choses en très peu de temps. Et ce qui a permis ensuite de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et on a un track record qui est assez sympa, puisqu'en 4 ans, on a doublé le chiffre d'affaires et on a multiplié la profitabilité par 5 pratiquement. Ce qui, là encore, est assez significatif. Donc, c'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas. Parce que c'est vrai qu'à vous entendre, tout ça s'est passé effectivement comme vous le dites, bien évidemment, et avec une apparente simplicité. Mais en fait, ça demande quand même beaucoup de travail parce que vous aviez des enjeux très, très importants. Vous m'avez dit... Alors, on va parler... D'ailleurs, vous allez nous parler un petit peu de Cosmogène aujourd'hui. Donc, un petit peu la carte d'identité, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça fait exactement, chiffre d'affaires, les clients, les fournisseurs, etc. Et puis après, on parlera de la façon dont vous y êtes prise, justement, parce que vous m'avez dit que vous aviez structuré un petit peu tout autour de la RSE aussi. Mais alors, commençons par décrire Cosmogène, finalement. Oui. Alors, Cosmogène, c'est une société française qui a pratiquement 45 ans et qui crée des packagings pour les marques de cosmétiques. On a une spécificité, un positionnement très précis, c'est qu'en fait, on crée des packagings qui sont brevetés. Donc, on a vraiment des équipes d'ingénieurs qui créent des brevets. Donc, l'innovation est au cœur de notre existence. Je me permets de vous couper juste pour dire, parce que packaging, moi, le terme m'avait
j'avais pas compris ce que c'est. Moi, pour moi, le packaging, c'était l'emballage, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas du tout ça. Donc, Ah si, expliquez ça en fait précisément. partie. Non, non, tout à fait l'emballage, parce que alors Oui, on parle de packaging primaire. Le oui, packaging primaire, c'est vraiment c'est les cartons autour oui, des tubes. Et nous, on fait pas les cartons, on fait oui, plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. oui. C'est vraiment, si on C'est ça. simplifie, Donc, c'est c'est ça. pas pareil. Donc Mm, les pots, les tubes avec des applicateurs, des bouteilles ça peut être des mm, bouteilles de shampoing, etc. Mais nous, on est quand même plutôt luxe. mm. Et ça comprend également les pinceaux et les accessoires d'application. C'est ça. C'est ça. Donc c'est assez large, c'est vraiment Mais nous, on est vraiment, vraiment spécialisés dans les applicateurs qui sont au Mm, bout des tubes, mm. si on Oui, résume. donc c'est des billes, des Oui, tout à pinceaux, fait. c'est tout ça. On a Hein. des billes en Ouais. céramique, en Mm. verre, en métal. Euh, donc voilà. Donc ça Donc c'est nos ça c'est clients, le métier, tout voilà, à c'est ça. fait. Ouais. Nos clients sont des marques de luxe. Donc on a le groupe L'Oréal, le groupe Clarins, Dior, Mhm. Caudalie, enfin beaucoup de très jolies marques. On est implanté à l'international. Donc en effet, on a une PME de croissance internationale. Mhm. Donc on fait 50% de notre chiffre en France, mais 50% à l'international, répartis entre l'Asie, les États-Unis, l'Europe et le Brésil. Nous sommes 35 personnes. Mhm. Nous faisons 27 millions de chiffres d'affaires. Et nous sommes en croissance à 2 chiffres depuis Mhm. plus de 4 ans maintenant. Et j'espère cette année encore. Ce qui est une très belle performance. Et alors donc justement, revenons au fait que la RSE, alors d'autant que le sujet est bien sûr de plus en plus important, on en parle de plus en plus, il y a beaucoup de questionnements autour justement de l'emballage, du plastique, de ce que l'on fait, de l'endroit où c'est fabriqué. Donc vous avez vraiment mis l'accent sur cette notion d'engagement à la fois environnemental et sociétal. Tout à fait. Quand j'ai dû reprendre la société qui allait mal en 2019, les équipes n'avaient pas conscience, mais vraiment pas conscience de la situation. Les chiffres n'étaient pas communiqués, etc. Donc ils ont eu un premier choc en apprenant que la société n'allait pas En bien. difficulté. Donc je ne pouvais pas motiver les équipes en leur expliquant qu'on allait redresser le chiffre d'affaires. Ça ne leur aurait pas parlé. Donc il a fallu trouver un thème absolument motivant et fédérateur pour l'ensemble des équipes et qui, à titre personnel, pour moi, était un véritable moteur. C'est-à-dire que je disais souvent à l'époque, je suis rentrée dans cette entreprise pour rendre l'industrie moins polluante. Donc c'était une véritable profession de foi de ma part. Et j'ai vraiment, en effet, entraîné les équipes. La chance que j'ai eue, c'est que Cosmogène était déjà au niveau environnemental très concerné par la RSE. Donc, il y avait eu déjà des projets qui avaient été faits pour développer des packagings plus recyclables, démontables, etc. Et moi, j'ai ajouté en effet les dimensions sociales et sociétales. Donc, sociale, c'est quand on s'occupe de l'extérieur. Donc, non, pardon, social, c'est quand on s'occupe de l'intérieur de nos salariés. Ouais. Et sociétal, ce sont les causes caritatives. Et nous sommes allés assez loin dans la démarche puisque nous sommes devenus entreprise à mission en décembre 2022, qui est un changement de statut. Donc, ça aussi, c'était un joli défi, c'était d'expliquer au fonds d'investissement qu'on allait devenir entreprise à mission parce que ça signifie qu'on met dans les statuts de l'entreprise que la vocation environnementale, sociale et sociétale est aussi importante que la vocation économique ou financière d'une entreprise. Donc, on dit vraiment que la mission, ce sont ces 5 dimensions. Et j'ai eu de la chance, MBO+, c'était un fonds en effet très investi également dans la RSE et ils nous ont accompagnés dans ce changement de statut. Oui, d'ailleurs, le fait que vous soyez entreprise à mission est importante, d'autant que la fabrication de vos produits, vous achetez en fait des produits, vous les faites fabriquer, vous achetez pas, vous faites fabriquer, puisque c'est vous qui avez les brevets donc, élaborés par vos équipes localement, mais vous faites beaucoup fabriquer en Asie. Et donc, le sujet se pose de l'Asie. Pourquoi l'Asie? Est-ce que vous avez essayé de ramener en France ou en Europe Tout à fait. Oui. Alors ça, pour avoir essayé, on a essayé à de nombreuses reprises. On a même gagné un concours en 2022 également qui s'appelle relocalisation.fr, où notre projet a été sponsorisé pour étudier toutes les possibilités de relocalisation. Et je peux vous dire, je m'en suis occupée vraiment personnellement. Que ce soit économique, technique ou en termes de délai, la relocalisation aujourd'hui en France ou en Europe de nos produits n'est pas possible, mais véritablement pas possible. C'est-à-dire qu'en termes de prix, on fait plus que x2, ça c'est certain. Et surtout, c'est une question de savoir-faire. Aujourd'hui, on a un savoir-faire très particulier en Asie. Comme je vous le disais, on travaille des matières très différentes comme le verre, la céramique, le métal, etc. Et on a des techniques d'injection qui sont extrêmement précises.
Aujourd'hui, ces savoir-faire n'existent plus en Europe. En Europe, ce sont des très grandes séries. On les a perdus, en fait. Tout à fait. Oui. C'est des très grandes séries, mais c'est très bien ce qui existe en Europe aujourd'hui, mais c'est vraiment donc, des très grandes séries de produits plutôt simples qui nécessitent aucune activité manuelle. Alors que nous, nos produits, c'est exactement l'inverse de tout ça. Donc la raison pour laquelle nous sommes en Asie aujourd'hui, c'est pas du tout parce que c'est moins cher. C'est parce qu'en en fait, il n'y a que en Asie que nous avons le savoir-faire aujourd'hui pour produire. Donc moi, je suis très à l'aise avec le fait de dire aujourd'hui qu'en effet, nos produits sont fabriqués là-bas, parce que je sais pourquoi ils sont fabriqués là-bas. Bien sûr, bien sûr. Et puis que vous aspirez éventuellement à les ramener quand ce sera possible, si c'est possible un jour. Donc, alors bon, vous avez donc cette entreprise, vous l'avez prise en difficulté, vous l'avez vraiment remise sur les rails, vous avez vraiment donné la croissance attendue. Bon, donc aujourd'hui, ça roule, entre guillemets. Donc, quels sont maintenant vos enjeux pour l'avenir ? Alors, entre deux, il y a une étape, c'est-à-dire qu'on a cédé Cosmogène en décembre 2024 à un autre fonds d'investissement qui s'appelle Wimber Capital Partners, qui nous accompagne dans une phase complètement différente. Donc là, il y a eu la phase complètement de restructuration et de retour à la croissance. Et avec Wimber, c'est une nouvelle phase de croissance double, en fait, tant organique que externe. Donc aujourd'hui, en effet, les grands défis, en tout cas mes grands challenges avec les équipes, ça va être en effet de faire nos premiers pas dans la croissance externe. Oui, parce que... ce qui est un joli chantier. Et l'autre défi majeur, c'est de maintenir la croissance organique dans un écosystème et un environnement qui se tend quand même particulièrement début 2026. Et alors, quand vous parlez croissance externe, avec des cibles en termes d'approche métier, etc., précises, où vous êtes... il faut que ce soit connexe à votre activité, mais comment vous voyez les choses ? Alors, d'ailleurs, peut-être que vous faites un appel, d'ailleurs. Nous, on est très ouverts, en effet. On a déjà pas mal screené le marché, mais et normalement, il y a des choses qui se dessinent, qui commencent à se dessiner. Mais en effet, on cherche des acteurs qui sont complémentaires de nous en termes de géographie, en termes de produits. On a l'intention de rester plutôt, en effet, ce qu'on appelle fabless, c'est-à-dire sans usine, parce que aujourd'hui, c'est pas notre métier. Et on préfère capitaliser sur nos forces. On est très bon en innovation et en fabrication déléguée, donc on resterait sur ça. Et évidemment, des entreprises qui partagent nos valeurs RSE, qui sont très importantes chez nous. Donc voilà. Non, très bien. Bon, mais en tout cas, je vous souhaite de trouver les sociétés qui vous intéressent et de poursuivre cette croissance, bien évidemment. Donc, je voudrais aussi... donc on va arrêter là aujourd'hui pour Cosmogène en tant que tel, mais je voudrais également que vous nous parliez de vos engagements externes à l'entreprise, puisque vous êtes notamment vice-présidente du club ETI Île-de-France. Donc, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet engagement, et en quoi il vous permet, là encore, d'aller dans le sens de vos convictions et de vos valeurs ? Oui, alors j'ai pris ce mandat, en effet, il y a un peu plus de 2 ans, je crois maintenant. Le club des ETI est un club déjà qui est fantastique, véritablement fantastique, en termes de qualité de contenu et en termes de participants. Donc, ce sont les dirigeants d'ETI, mais également de PME de croissance. C'est pour ça que je fais partie du bureau. Je suis sur la représentante des PME de croissance. Moi, ça m'a beaucoup apporté parce que le fait de fréquenter justement, en tant que PME de croissance, fréquenter des dirigeants d'ETI est fantastique, très enrichissant, très aspirationnel, en effet. Et j'ai été membre du bureau parce que je voulais m'investir dans ce club. C'est essentiellement des fonctions de représentation. On intervient, par exemple, je crois, lundi prochain, je suis dans un forum avec le ministre de l'Industrie, je crois. On nous appelle souvent pour témoigner. Ça peut être dans les médias, dans les représentations politiques. On a eu l'occasion d'être reçu par Emmanuel Macron également, pour porter la voix des ETI et des PME de croissance, nos difficultés, nos aspirations, nos combats, nos challenges. En tout cas, d'être une voix... ça s'appelle du soft power. Mais c'est très important. Vous connaissez le nombre d'ETI et de PME de croissance qui constituent le club Île-de-France ? Parce que c'est le secteur le plus important. Si je ne me trompe pas, on est un peu moins de 200. Oui, c'est ça. Oui, donc il y a des échanges très,
très riche et très important. Avec à des nouer, plénières tous les 3 mois, avec toujours des intervenants vraiment extrêmement qualitatifs. Et ensuite, le moment évidemment convivial. Bien sûr. Et on peut Très vraiment sympathique. décrocher son téléphone et appeler n'importe quel dirigeant et il nous consacrera du temps. Non, mais je crois que vraiment, vous l'avez dit, le fait d'avoir ce rôle de représentation et de porter la parole, ça c'est très important parce que faire reconnaître la réalité concrète des entreprises, on voit que c'est bien nécessaire. Donc c'est bien. Bon, donc c'est un engagement de plus qui vous honore et qui est très utile. Bien écoutez, alors merci beaucoup pour tout ce témoignage. Merci à vous. Vous avez démontré, alors une fois de plus, au sens où mes invités chefs d'entreprise généralement systématiquement démontrent que effectivement c'est possible de mener, de réussir dans les affaires et de réussir en tant que dirigeante avec vous en plus des choix opportunistes tout à fait successful en quelque sorte. Donc voilà, donc vous avez démontré tout ça et on voit par ailleurs que vous êtes parfaitement épanoui dans votre vie, donc c'est possible aussi. Voilà. Merci. Donc merci pour ce témoignage, merci pour le fait de porter la parole largement de l'entreprise parce que je crois qu'on en a plus que jamais besoin aujourd'hui compte tenu des contextes politiques et autres, donc c'est bien, ça aussi c'est important. Voilà, notre émission est terminée. Donc merci de l'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et le mois prochain, nous ferons notamment une plongée dans le monde de l'industrie de la chaussure. Voilà le programme, une partie du programme. Merci, à bientôt.